À voix haute, Jacques Fortier, RCF Alsace. Bonjour à tous, je suis ici comme membre de l'association Littérale qui regroupe de nombreux écrivains en Alsace et qui est partenaire de cette émission à voix haute. J'ai le plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Notre invitée, c'est Dominique Gouillard. Elle va nous lire 3 extraits de son roman policier Le Monstre Vert de Strasbourg. Dominique Gouillard a été enseignante. À Paris, dont elle vient, elle a fait Normal Sup, passé l'agrégation de lettres classiques et fait un détour par Sciences Po. Et en Alsace, alsacienne d'adoption et de cœur maintenant, elle a enseigné dans le secondaire d'abord, puis en classe prépa au lycée Fustel à Strasbourg. Elle est passionnée de littérature policière et un jour elle s'y est lancée elle-même. Elle a signé une dizaine de nouvelles dans le Carnet d'écrou, qui est la revue de l'association des passionnés de Sherlock Holmes en Alsace. Et puis, depuis 4 ans, elle a écrit 3 romans policiers dans la collection des Enquêtes rhénanes du Verger éditeur. Échec à la Reine, Le Monstre Vert de Strasbourg et apparaître bientôt L'Or du Rhin. C'est ce monstre vert dans lequel elle va piocher ses 3 lectures. Nous sommes fin 2017, à Strasbourg. Joachim Thaler, un financier du quartier du Conseil des 15, est assassiné. Un petit garçon a vu un mystérieux monstre vert. Le commandant Landrini et la journaliste Ira Hopp enquêtent. Un récit policier qui convoque donc un quartier de Strasbourg, et puis les questions du régionalisme, de l'autonomisme, de l'indépendantisme, de l'Europe aussi. C'est Le Monstre Vert de Strasbourg. Un géant vert, un immense géant vert à la peau luisante, qui se déplaçait lentement, prudemment dans l'entrée. Les écailles de sa peau brillaient comme celles d'un crocodile, et ses épaules énormes pouvaient sûrement soulever des arbres entiers. Le géant aurait dû marcher plus vite, car il portait des bottes de 7 lieues. Mais il s'était arrêté un instant devant la porte, il avait tourné la tête pour jeter un dernier regard derrière lui, et ses yeux gigantesques avaient renvoyé des reflets lumineux. Ses grands yeux de verre qui n'avaient pas vu qu'un petit garçon se cachait, effrayé, en haut de l'escalier. C'est en tout cas ce que le petit Valentin avait raconté quand il était arrivé, éperdu, en âge et tout essoufflé, à l'école primaire du Conseil des 15, encore en pyjama bleu ciel et en pantoufles, sans manteau malgré le froid matinal de ce lundi 6 novembre 2017. Il avait vu un géant vert qui avait endormi son papy et Diane. Les mains de l'enfant étaient couvertes de taches rouges et brunes. L'assistante scolaire, postée rue de Douai, à l'entrée de l'école, l'avait immédiatement emmené dans le bureau de la directrice. En toute hâte, on lui avait nettoyé les mains, on l'avait installé sur une chaise emmitouflée dans une couverture rose. Il avait déversé d'un coup sa petite histoire en vrac. Les mots se bousculaient dans sa bouche, mais maintenant il restait silencieux. Il ouvrait ses grands yeux bleus embués de larmes. Au bout de son nez tout rose de froid perlait une goutte qu'il n'avait pu retenir, et ses petites mains tremblaient nerveusement. On avait commencé à le questionner, lentement, doucement. La directrice de cette école primaire strasbourgeoise, qui cumulait les fonctions administratives avec l'exercice de son enseignement, avait une grande expérience des enfants. Elle savait qu'elle ne devait pas bousculer le petit élève de CP, qu'il fallait lui laisser le temps, en essayant de le distraire un peu, et si possible de l'amuser. Sa petite bouche souffrait, s'agitait, mais les mots ne venaient plus. La directrice commença. « Tu as vu un géant vert ? Tu peux me raconter ?» L'enfant avait levé les yeux au plafond et semblait réfléchir, il frissonnait. La directrice avait insisté. « Un géant vert ? Comme le géant de Klingsheim, qui figure dans ton livre de lecture ? » Oui, la maîtresse nous a raconté l'histoire. Mais il était encore plus grand, et ce n'était pas le même verre. Un verre comment ? L'enfant avait regardé autour de lui et pointé le doigt en direction d'une lampe montée sur une bouteille de champagne. Vert comme la bouteille, et il brillait. Il brillait comment ? Il avait de petites écailles,
comme celle du géant de Klingsheim, une peau de crocodile ou de lézard. Et tu l'as vu où, ce géant? Dans l'entrée de la maison de papy, cette nuit. Cette nuit? Et ton papy, il est où? Littérature, histoire, contes, laissez-vous porter par des récits captivants et inspirants. Vous écoutez À voix haute sur RCF Alsace. L'enquête suit son cours, le commandant Landrini rencontre Thomas Thaler, un fils de la victime, et la discussion s'élargit à la question de l'autonomisme. Dominique Gouillard. Ira reprend. Je comprends fort bien votre attachement affectif, mais politiquement ça ne tient pas. Si vous raisonnez selon des critères français, chez nous, l'État a toujours été puissant. Les rois de France ont mis des siècles à constituer un pays en réunissant et en fédérant les différentes régions. La nation s'est identifiée à l'État. Le centralisme républicain a poursuivi l'œuvre des rois. Une société de type national est homogène. Il semble impensable aux Français moyens qu'une région fasse sécession. Mais l'Espagne est un ensemble composite d'éléments disparates qu'elle a du mal à fédérer. L'Espagne est un État réuni artificiellement, bien plus qu'une nation. Le problème étant que cet État est faible. Chaque région espagnole se sent nation et refuse d'être dirigée et digérée par la voracité hégémonique de Madrid. Le Pays basque, la Catalogne, la Galice. Pour le catalan de base, sa nation est la Catalogne, et l'État espagnol n'est qu'un usurpateur. Mais n'est-il pas possible de concilier les deux? Le breton se sent à la fois breton et français, le marseillais à la fois français et marseillais. Vous oubliez la guerre d'Espagne et l'énorme ressentiment de Barcelone contre Madrid. Ce sont deux capitales qui se regardent en chiens de faïence, deux économies qui rivalisent, deux langues qui s'affrontent. Vous oubliez aussi que de petits pays vivent très bien au sein de l'Europe. La Slovaquie, la Slovénie, le Luxembourg, etc. Plusieurs sont issus de séparatismes relativement récents, comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Ils sont la preuve que les frontières peuvent bouger et que de petits pays peuvent avoir des économies florissantes. Les frontières entre pays européens ont cessé d'être des obstacles. Ce sont maintenant des traits d'union. Inversement, la protection des frontières extérieures est assurée par l'Europe, qui est une sorte de grand parapluie qui protège les petits pays. L'atmosphère du restaurant est conviviale. La clientèle est surtout composée d'habitués, de gens du quartier, d'enseignants, de nombreux étudiants. Le couscous est excellent. Ira ne sait pas si la fougue de Thomas fait partie d'un rôle qu'il interprète en son honneur ou s'il est sincère, mais il est un convive agréable. Elle se sent gagnée par une certaine douceur de vivre. Elle va ressortir le sujet séparatiste dans ses futurs articles, et en même temps, ses pensées vagabondes et batifolles, les vacances, la mer, le sud, en plein mois d'août. À voix haute sur RCF Alsace. Ira Hopp, la journaliste, va donc courir l'Alsace pour son enquête. Et elle va passer, au sud des Vosges, au Hartmannswillerkopf, le théâtre de violents combats de la Grande Guerre. Dominique Gouillard.
En fin de matinée, nouvelle urgence. Le collègue qui devait suivre le déplacement du président de la République au Hartmannswillerkopf est brutalement indisponible. Pourrait-elle y aller ? Évidemment qu'elle va y aller, avec sa petite voiture verte réparée et sous un temps glacial et humide. La joie. Il s'agit pour le président français et pour le président allemand d'inaugurer un musée historique consacré à ce champ de bataille de la Première Guerre mondiale, souvent méconnu des Français, mais qui a laissé un souvenir particulièrement sanglant et vivace en Alsace et dans les Vosges. Cette inauguration marque également le début des commémorations du 11 novembre. Les deux présidents se donnent l'accolade. Ils prononcent des discours très dignes sur les horreurs de la guerre et la nécessité d'une Europe unie, solidaire et fraternelle. Des milliers de soldats sont tombés sur ce site dans l'offensive de 1915, et encore un certain nombre jusqu'en 1918. Sous un même temps glacial, sous de semblables nuages noirs et bas, sous une pluie continue qui leur transperçait encore plus les os, et en plus, sous un déluge de fer et de feu, avec la peur au ventre, des milliers de Français et d'Allemands des deux côtés se sont acharnés dans des combats sans merci, se sont éventrés pour une ligne qui ne bougeait pas. Pourquoi les hommes s'obstinent-ils toujours à se diviser, à se haïr et à s'entretuer ? La nuit n'est pas encore tombée, mais on pourrait le croire au sein de toute cette grisaille. Ira reprend la route en direction de Strasbourg. Elle déteste ce changement réglementaire qui vous prive d'une heure de jour de novembre à mars. Les routes sont glissantes, les phares des voitures sont souvent aveuglants. Elle a mis le chauffage à fond car elle est transpercée par l'humidité ambiante. Comment va-t-elle organiser son emploi du temps ? Il faut qu'elle fasse un saut chez Katia, elle s'en passerait bien. Qu'elle aille jeter un coup d'œil chez le nommé JFK. Et c'est urgent qu'elle écrive et envoie son article sur le Hartmannswillerkopf. Elle tâchera de caser l'article entre les deux visites. Quelle journée! Elle va directement rue de l'Isère, trouve une place gratuite où se garer et sonne chez Katia. La jeune femme la fait entrer avec empressement. Sur la gauche, dans la chambre d'enfant, on entrevoit le petit garçon qui joue par terre avec une petite voiture. Des jouets sont éparpillés autour de lui. Le living sur la droite est éclairé par un grand lampadaire métallique. Les persiennes n'ont pas été fermées. Dehors, il fait nuit noire, grand rectangle obscur, tranchant sur les murs plus clairs de la pièce. Katia lui propose une tasse de café. Volontiers, répond Ira, qui se réjouit de déguster une boisson chaude après cet après-midi interminable passé à se geler dans les Vosges. Katia s'excuse de l'avoir fait venir si elle a autant de travail, mais Ira l'interrompt. Je vais conclure. Le monstre vert de Strasbourg de Dominique Gouillard, c'est dans la collection policière des enquêtes rhénanes au Verger éditeur. Ainsi se termine cette émission à voix haute. Bonne journée à tous.